Et nous commençons donc comme tous les lundis avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. Et aujourd'hui, nous allons plus particulièrement parler de crédit immobilier et revenir sur ce taux d'usure qui augmente donc légèrement pour le troisième trimestre de l'année 2022. Mais augmente-t-il suffisamment pour permettre aux dossiers de passer face à l'augmentation des taux de crédit immobilier pratiqués par les banques? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Ludovic Usieux, cofondateur d'Artémis Courtage. Bonjour Ludovic Usieux. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Donc, le taux d'usure augmente légèrement. Si on regarde par exemple pour les crédits sur une durée de 20 ans et plus, on est à présent à 2,57%. On rappelle que le taux d'usure est calculé sur la base des 3 trimestres précédents. C'est la moyenne du TAEG. On pourra revenir sur ce que c'est sur les 3 trimestres précédents. Est-ce que cette nouvelle hausse du taux d'usure, dans un contexte où un certain nombre d'acteurs de marché demandaient une révision du mode de calcul, suffit aujourd'hui à faire passer des dossiers face à la remontée des taux qu'on voit au sein des banques françaises? Absolument pas. C'est une hausse importante. 17 points de base. On était à 2,40 sur le trimestre précédent. On est à 2,57 maintenant sur les durées d'emprunt allant de 20 ans à 25 ans. C'est une hausse conséquente si on la prend objectivement. Par rapport au contexte actuel, pas du tout. Je rappelle ce qu'est le taux d'usure. C'est le taux maximum au-delà duquel les banques ne peuvent pas prêter d'argent pour un crédit immobilier. Bien sûr, mécaniquement, ça c'est légal. Mécaniquement, et c'est légal, effectivement. Le problème, c'est la structure du taux d'usure qui, aujourd'hui, est complètement anachronique. Le taux d'usure est calculé sur les fonds qui sont décaissés le trimestre précédent. Donc, il a été publié le 1er juillet, 2,57 sur 20 ans et plus. Cela concerne donc les prêts qui ont été décaissés du 1er avril au 30 juin. D'accord. Ouais. Ces prêts ont été décaissés donc, sur ce trimestre, mais les dossiers ont été initiés un trimestre encore avant, puisque la durée, entre le moment où on signe une promesse de vente et le moment où les fonds décaissés, sont d'environ 3 mois. Donc, on a des crédits qui ont été négociés entre la fin de l'année 2021 et le début de l'année 2022, enfin, qui ont été négociés à ce moment-là, qui ont été décaissés sur ce trimestre, et qui servent effectivement d'appui et de référence au taux d'usure publié le 1er juillet. D'accord. Alors ça c'est intéressant parce qu'effectivement, on le sait que le taux d'usure est calculé sur les 3 mois précédents. En revanche, comme c'est calculé sur les fonds décaissés, ça veut dire que c'est calculé sur la base de taux qui auraient pu être négociés avant même ces 3 mois précédents. Donc exactement. On reviendrait sur des taux négociés il y a 4-5 mois et donc plus avantageux. Mais bien plus que ça, ouais, c'est des taux qui ont été négociés soit en fin d'année dernière, soit en début de cette année, à un moment où il ne se passait rien, en tout cas au niveau des taux. C'est-à-dire que les taux étaient parfaitement plats. On empruntait toute maturité confondue aux alentours de 1%. Que vous empruntiez sur 25 ou 20 ans, c'était un taux moyen. Sauf que depuis le mois de mars, depuis l'entrée dans le conflit russo-ukrainien, depuis l'inflation qui augmente chaque mois de plusieurs pourcents, les taux de crédit augmentent. Bien sûr, on voit l'OAT augmenter, donc mécaniquement les taux de crédit immobilier augmentent. Et on est aujourd'hui sur des taux, on va dire des taux d'entrée de barème dans les banques pour 20 ans et plus, pour des profils, on va dire, de primo-accédants, c'est-à-dire avec des revenus modestes parce que début de carrière professionnelle et un apport modeste parce que 25-30 ans, on se retrouve avec des taux à l'entrée qui sont à 2% ou plus, avec un taux d'usure à 2,57. Là, vous parlez de taux de crédit immobilier. Oui, le taux de crédit immobilier. Je rappelle qu'il faut ajouter pour le calcul du taux d'usure l'assurance emprunteur, les frais de garantie, les différents frais de dossier bancaire ou de courtier. Ce qui veut dire que mécaniquement, quand on emprunte à 2% ou plus aujourd'hui, on tape l'usure, comme on dit, et donc on se voit refuser d'emprunter pour des considérations qui sont des considérations de taux de crédit immobilier et pas autre chose. On se voit refuser le dossier purement et simplement. Il n'y a pas d'aménagement possible aujourd'hui pour faire rentrer ça dans le taux d'usure quand on est justement sur ce profil de primo-accédant dont je comprends que c'est les plus touchés aujourd'hui par la mesure. Il y a 2 profils qui sont particulièrement touchés par ce taux d'usure. Les primo-accédants, parce qu'ils ne peuvent pas bénéficier des meilleurs taux de crédit et des meilleures négociations pour les considérations que je viens d'expliquer. Et puis, comme le taux d'assurance emprunteur est aussi inclus dans ce calcul, les emprunteurs au-delà de 45 ans, qui vont avoir là aussi mécaniquement un taux d'assurance plus important, sont aussi particulièrement fragilisés par ce nouveau taux d'usure. Et alors du coup, est-ce que du coup ils sont automatiquement exclus
du crédit ou est-ce qu'on peut trouver des aménagements quand même? Parce que je sais que l'assurance emprunteur, par exemple, ça a été un sujet dont on a beaucoup parlé en lien avec les différentes lois qui ont pu être votées et la dernière en date qui permet justement de pouvoir changer d'assurance emprunteur à tout moment, justement avec cet argument de dire l'assurance emprunteur coûte trop cher par rapport au coût global du crédit et le fait de pouvoir en changer quand on veut permet de réduire ce coût. Est-ce que c'est un des aménagements possibles ou lorsqu'on discute avec son banquier au début, c'est ça qui fait foi vis-à-vis du taux d'usure? Alors, vous avez raison. En tout cas, le seul aménagement possible aujourd'hui, on voit bien que les taux ne sont plus franchement négociables avec les banques ou vraiment dans de petites mesures, que les frais de garantie ou les frais de dossier bancaire ou courtage représentent entre 0,05 et 0,10, ce qui est une goutte d'eau dans l'océan. La seule chose qu'on peut encore négocier aujourd'hui pour retourner du bon côté du taux d'usure, c'est l'assurance emprunteur. Mais une fois qu'on a effectivement identifié l'assurance emprunteur qui couvre le mieux et qui est le moins cher, donc entre guillemets le meilleur rapport qualité-prix, une fois qu'on a négocié cette assurance emprunteur, on ne peut plus rien faire. Et si vous êtes du mauvais côté de la barrière en ayant déjà négocié l'assurance emprunteur, la banque ne prêtera pas parce que légalement, elle n'a pas le droit de le faire. Alors, on a vu dans l'actualité un certain nombre de professionnels du crédit, mais même de l'immobilier en général, militer pour un nouveau mode de calcul du taux d'usure. Qu'est-ce que ça permettrait? Ça permettrait donc du coup de faire passer des dossiers parce que, en fait, pour bien comprendre ce qui est remis en cause, c'est le principe du taux d'usure ou le fait que, comme il est calculé sur les mois précédents, dans une période de hausse rapide de taux, du coup, ça fait mécaniquement sortir des dossiers. Nous, on ne remet pas en cause le taux d'usure. Le taux d'usure est une bonne mesure qui permet effectivement de protéger les emprunteurs de pratiques commerciales qui, au conditionnel, pourraient être un peu abusives. Ce n'est pas du tout notre fondement. Nous on demande à ce à ce que la méthode de calcul soit modifiée, qu'il y ait un peu plus d'instantanéité, parce que là, on vient de se le dire. Oui, on parle de 3 mois en avant, voire 6 mois en avant. Oui, d'accord. En arrière, pardon. En arrière, ouais. C'est 6 mois en arrière, dans une période où on nous transmet des barèmes de taux tous les 15 jours, vous comprenez bien que c'est plus satisfaisant. Et puis, on demande à ce que l'assurance emprunteur, dans un contexte de taux bas, comme c'est encore le cas, même si on emprunte aux alentours de 2%, ça reste des taux bas, on demande à ce que l'assurance emprunteur soit au minimum forfaitisée pour que tous les emprunteurs aient une assurance emprunteur qui représente la même chose dans le taux d'usure. D'accord, ouais. Ou même exclu de ce calcul de taux, puisque l'assurance emprunteur ne devrait pas être un frein à l'emprunt quand les conditions de solvabilité de l'emprunteur sont correctes. Aujourd'hui, est-ce qu'emprunter aux alentours de 1,80, 2%, c'est emprunter à des taux toxiques, à taux fixe, dans une inflation qui est 3 ou 4 fois supérieure? Est-ce que c'est vraiment rendre un mauvais service aux emprunteurs? Je ne le crois pas. À taux réel, on est à un taux négatif. Aujourd'hui, quand on emprunte à 2% et que l'inflation est à 8, 9, 10%, ça ne pose pas de problème structurel. Je rappelle qu'en France, les taux sont fixes et que si on emprunte aujourd'hui en 2022 sur 20 ans, en 2042, on aura toujours des mensualités à 2% taux fixe. Et si la mensualité négociée aujourd'hui était de 1 500 € par mois, elle sera de 1 500 € dans 20 ans. C'est quand même un formidable rempart à l'inflation. Et ces taux ne devraient pas être un obstacle à l'emprunt aujourd'hui. Le mode de calcul, à notre avis, doit être revu pour donner une respiration à un marché immobilier qui se contracte très fortement, même si les indicateurs aujourd'hui sont encore sur le premier trimestre, sur les avant-contrats, à un moment où tout allait bien. Nous qui sommes au cœur du système, on va dire en direct, on reçoit les projets, les calculs d'enveloppe, les emprunteurs qui se lancent dans un projet immobilier, qui ont besoin d'être assurés sur la somme d'argent qu'ils peuvent emprunter et qui vont visiter des appartements ou des maisons demain, après-demain, la semaine prochaine. Ça veut dire que ça peut faire baisser les prix de l'immobilier, ou en tout cas, vu que ça fait baisser la capacité qu'on a à payer, en fait, où on a de l'épargne en plus, où en fait, on ne peut plus acheter aussi grand que ce qu'on voulait acheter, ou en tout cas aussi élevé en termes de prix que ce qu'on pouvait imaginer il y a quelques mois. Ce qui est une certitude aujourd'hui, et on s'en rend compte jour après jour, pour tous les profils et pour toutes les régions dans le réseau Artemis, c'est que les délais, les durées de transaction s'allongent, que ce soit la négociation de l'appartement, de la maison ou du crédit. Il y a beaucoup plus de temps. Les volumes se contractent, clairement, et là aussi, c'est toute région confondue, avec un peu plus de résistance sur le marché parisien, francilien, mais en tout cas, c'est en recul. Quand les délais s'allongent, que les volumes se contractent, en général, la marge d'après, c'est qu'effectivement que les prix diminuent. Et c'est probablement la conséquence des prochains mois.
sûrement un ajustement, mais on est quand même dans une période où les prix au mètre carré des appartements ou des maisons qu'on vise risquent de baisser. Sauf que les taux augmentent pour le moment beaucoup plus vite que la baisse des prix. Donc, est-ce que c'est une bonne affaire que d'attendre? Je n'en suis pas certain. En tout cas, pour emprunter, c'est certain. La seule variable d'ajustement, effectivement, vous le disiez, pour éviter d'avoir à acheter une maison ou un appartement plus petit ou de s'éloigner dans une ville qui n'était pas forcément... C'est d'avoir un peu plus d'épargne. C'est de... Voilà. Encore faut-il en avoir, quoi. Encore faut-il en avoir. Ça défavorise encore les primo-accédants. Ça veut dire qu'il faut piocher dans son épargne de confort, son épargne résiduelle. Et si on avait prévu de mettre 25-30 000 euros d'apport, il faudra peut-être en mettre 40 ou 50, ce qui n'était pas franchement dans les plans initiaux. On avait potentiellement prévu des aménagements, des travaux, du mobilier. Et il va falloir aller piocher dans cette épargne pour pouvoir maintenir le projet de ses rêves du départ. Une dernière question, Ludovic Cusieux. Est-ce que vous voyez cette tendance se confirmer sur les prochains mois, que ce soit avec les hausses de taux que vous voyez actuellement vis-à-vis des banques ou l'évolution du taux d'usure qui irait toujours moins vite que les hausses de taux que vous voyez pratiquer aujourd'hui? Alors, je vais vous répondre en deux parties. Historiquement, l'été est quand même plus calme, que ce soit sur les marchés obligataires ou d'ailleurs dans les barèmes que nous transmettent les banques. Parce que les comités de crédit se rassemblent moins souvent. L'été est historiquement plus calme, mais cette période est tellement exceptionnelle que je ne m'avancerai pas beaucoup. Il peut être un peu volatile quand même. Donc, exactement. Oui. Et ensuite, on aura donc une prochaine publication du taux de l'usure au mois d'octobre, qui, là, pour le coup, commencera en tout cas à refléter la réalité de la situation, puisqu'on sera sur une période qui ira... où les avant-contrats auront été négociés entre avril et juin, là où les hausses de taux étaient déjà réelles. Donc je pense qu'il y aura une normalisation de ce taux d'usure par rapport au taux réel des crédits immobiliers à partir du mois d'octobre, ce qui va nous donner une fin d'année qui va être compliquée. Le deuxième semestre de l'année 2022 de l'immobilier sera forcément une année compliquée, que ce soit sur les délais de transaction, les délais d'obtention d'un crédit, ou même sur les volumes, parce qu'on voit que ça se contracte quand même très fortement depuis quelques semaines. Eh ben, vous reviendrez nous en parler. On fera un point ensemble justement sur ce marché immobilier, marché du crédit immobilier et son impact sur le marché réel. Merci en tout cas Ludovic Cusieux d'avoir répondu à notre invitation sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes cofondateur d'Artémis Courtage. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.